l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Et le nouvel essai pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 24 de Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec deux experts aujourd'hui, Christophe Buron et Valérie Lefort. Messieurs, bonjour. 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 Alors, on est passé de spécialiste à expert. Oui, mais ça c'est normal. Hein, plus... Ouais, t'as raison, c'est le temps des promos. Là, plus la saison avance. Dans un instant, un focus rapide sur le match de samedi face à la section paloise. Puis nous évoquerons la disparition de René Fontès. L'ancien président de l'ASM est décédé hier à l'âge de 77 ans. Ensuite, nous découvrirons vos tops et vos flops, messieurs. Et nous terminerons bien évidemment avec le quiz. Mais pour commencer, 3 infos. Alors la première, elle concerne Camille Lopez. Ça ne vous l'a pas échappé, qui n'a joué que quelques secondes avec le 15 de France contre l'Italie samedi après-midi. C'est un record. Alors dès la fin du match, on a chronométré ou pas? Même pas une minute. Ça se résume en une poignée de secondes. Voilà. Il n'avait pas touché un ballon. Donc dès la fin du match, l'ouvreur clermontois a rapidement rejoint les vestiaires. La décision de Jacques Brunel, bien évidemment, a suscité énormément de réactions, et notamment alors celle de Richard Dourte, qui dans son billet dans le middle a écrit « À Rome, ce que le staff des Bleus a fait à Camille Lopez est juste une insulte au talent et au palmarès du joueur. Tu aurais voulu le tuer, tu ne t'y serais pas pris autrement. » Je vais y arriver. Alors demain, dans notre journal, il y aura d'ailleurs un billet à ce propos concernant Camille Lopez qui s'appelle « Goujaterie ou amateurisme ». Alors c'est vraiment de la goujaterie si ça a été fait exprès, de la part de ce staff qui lui a fait un affront terrible. Et selon leurs explications, ils se sont pas rendus compte de l'horloge, tout ça. Oui, c'est ce qu'a dit Jacques Brunel. Et là, dans ce cas-là, c'est de l'amateurisme hallucinant. Il y avait déjà l'histoire du capitaine. Exactement, c'est ce que j'écris demain. C'est que c'est après l'histoire du capitaine à Mina sans me prévenir. C'est encore une preuve que ce staff est vraiment au sommet de son. Alors on va espérer que Camille Lopez se remette un petit peu de ce. Je crois savoir qu'il est revenu très énervé. Je crois que là, il va être énervé un moment, notre ami. Alors la deuxième info, elle concerne le 15 de France et donc les internationaux de l'ASM. Alors la lecture des journaux ce matin, il faut s'attendre à des changements au sein du staff tricolore. On parle beaucoup de l'arrivée de Fabien Galtier au sein du staff. Est-ce que c'est pas la première fois qu'on annonce Fabien Galtier Là, franchement, là, s'ils mettent Fabien Galtier dans le coup, dans les pattes de Jacques Brunel, d'abord il faut enlever quelqu'un parce que je vois pas comment. Elissa pourrait rester dans ce cas-là, déjà. Et sinon, pour moi, c'est mettre un peu le loup dans la bergerie. Là, c'est vraiment, ça va être compliqué. Il y a 3 semaines, Brunel disait, mais moi tout va bien avec mon staff, je veux pas en changer. Donc là, mais bon, on va peut-être lui faire entrer dans le gosier quand même. Mais on a l'impression. Après, il y a des éléments de langage. Il faut lire entre les lignes, et la porte a un peu ouvert le parapluie en disant, mais Jacques Brunel a dit ça que dans le cadre du tournoi. Il n'a absolument pas parlé de la suite, et notamment donc de la Coupe du Monde. Oui, puis Laporte a dit c'est Jacques Brunel qui choisira. Ouais, Jacques a dit. C'est un peu n'importe quoi. La troisième et dernière info, elle concerne Samuel Ezeala. Alors elle remonte un petit peu, puisque le joueur de l'ASM a annoncé mercredi dernier sur son compte Twitter que sa saison était terminée. Il va passer sur le billard suite à une blessure à un ischio-jambier. Oui, c'est une désinsertion musculaire, un truc qui est quand même assez sérieux. Saison blanche pour lui. Qui nécessite une opération. C'est un garçon qui est un peu fragile là, de ce côté-là. Parce qu'il est jeune. Des ischios et des cuisses. Est-ce qu'il paye un peu les efforts qu'il a dû consentir pour jouer à 7 sur le circuit mondial? Parce que c'est quand même un sport extrêmement traumatisant musculairement, le 7. Fait d'accélération, de courses très, très intenses. Courses répétées. Alors est-ce qu'il s'est fragilisé là, ou est-ce qu'il a un mal récurrent? Ça, l'avenir le dira, mais on lui souhaite pas en tout cas. Il a beaucoup travaillé, parce que quand on voit comment il a évolué physiquement quand même en 18 mois, ça aussi. C'est impressionnant. Peut-être tirer un peu aussi sur la machine. Le jeune homme, je ne veux pas dire qu'il était frêle, mais le jeune homme qu'on a vu il y a 2 ans, c'est pas le même aujourd'hui. Donc il a quand même dû pousser beaucoup de fonte. Il a pris un peu de puissance. L'épisode 24 du podcast Ici Montferrand se poursuit dans un instant. Nous évoquerons la disparition de René Fontès, mais d'abord je vous propose, messieurs, un focus rapide sur le match d'hier entre l'ASM et la section paloise. Christophe, je te vois hausser les sourcils. C'était mon flop alors. Un match remporté par l'ASM 27-14. Alors, pour résumer, on peut dire que l'ASM a fait le boulot, mais sans plus. Laborieux, très laborieux. Et puis, passons à autre chose. Et merci à ceux qui ont mené le jeu sur le terrain et qui ont su s'adapter. Les 20 premières minutes, c'était mal embarqué, on a l'impression que tout le monde digérait. Complètement. On va rappeler que le coup d'envoi était donné à 12h30. C'est ça. Mais sur le match, pas grand chose à dire.
heureusement qu'il y a cet essai opportuniste de Grosso, qu'il y a les points au pied naturellement, mais aussi de la meilleure gestion sur l'occupation et pour faire reculer l'adversaire. Et heureusement que la section Paloise n'était vraiment pas venue pour faire un gros coup, parce que sinon ils auraient été en difficulté. Et Castoy a été maladroit au pied dans ses tentatives de tir. Ouais, donc et puis, victoire et voilà. Et heureusement que Morgan Parra était là. Oui, clairement, dans le jeu, il a tenu la baraque, quoi. Absolument. Sur les réseaux sociaux, on va le rappeler, l'ASM a gagné 14 contre 15, puisqu'il y a eu l'expulsion de Flip Van der Merwe à 23e minute. Alors sur les réseaux sociaux, certains supporters ont trouvé le carton rouge sévère. Même du côté de l'ASM, même pour en avoir parlé après aussi avec le staff, il y a des nouvelles règles, il y a des choses qui se mettent en place. La prochaine fois, ce sera sûrement peut-être l'équipe adverse. Mais les joueurs doivent aussi se régenter, faire attention. Il y a des gestes qu'on voyait qu'on ne doit plus voir aujourd'hui. On a vu des cartons rouges plus. On en a vu des plus durs, c'est vrai. Plus sévères. Mais bon. Je trouve celui de Huila, le premier de la saison de l'ASM à La Rochelle, plus sévère. Et vraiment là, c'était quand même pas évident sa faute. C'est Bourgarit qui vient s'emplâtrer sur lui en tombant. Et donc, comme il était déjà baissé, là vraiment, moi j'avais trouvé le rouge très sévère. Non, puis il y a un contexte aujourd'hui qui fait que. Après, il y a des consignes, j'imagine, aussi données aux arbitres. C'est clair. Alors, on va rappeler le classement général du top 14. Le Stade Toulousain est toujours leader avec 72 points. Clermont est deuxième, 7 points derrière. Et Castres est sur la troisième. Si, Toulouse a pris un point de plus hier. Ils ont pris le bonus offensif. Ah oui, et ça. Castres, oui, parce qu'ils en ont passé 50 plus de 50 à Lyon. Et Castres est sur la troisième marche du podium à 11 points de l'ASM. Ça sent bon pour les deux. Oui, ça sent très bon. De tête. Chaque semaine, on dit on se rapproche et ça va le faire. Mais là, a priori, le gap est fait. Et la journée prochaine, en plus, Castres va jouer à Agen. Au Stade Français, pardon. Et voilà, ça risque un peu plus difficile que pour l'ASM. Alors que c'est l'ASM qui va à Agen. Le Stade Français à Agen-Bouin, c'est pas non plus. Non, mais bon. Oui, ils sont meilleurs à l'extérieur. Avec leur public, quand même, il faut se méfier. Ça, c'est un joli tac. Allez, vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. C'est maintenant l'heure d'évoquer la mémoire de l'ancien président de l'ASM, René Fontès, qui est décédé hier à l'âge de 77 ans. Alors, messieurs, vous l'avez côtoyé en tant que journaliste. Quelle image vous gardez de celui qui a été président du club auvergnat de 2004 à 2013 On peut peut-être déjà faire une petite précision sur le contexte de sa mort, parce que on a entendu pas mal de choses. Certains ont dit qu'il était mort en regardant le match de l'ASM, mais en fait, il n'a même pas eu le coup d'envoi. Selon les informations que j'ai eues, il sulfatait ses oliviers le matin. Il n'avait pas de problème particulier. Du côté des Galières, dans les Bouches-du-Rhône. Là où il réside depuis très longtemps. D'où il est maire. D'où il est maire et d'où il est originaire. Et c'est au moment de se mettre à table qu'il ne s'est pas bien senti. Il va avoir des douleurs. Et il a demandé à sa femme de l'amener au dispensaire de Saint-Rémy de Provence, qui est juste à côté, le village d'à côté. Et là, ils ont été. Sa femme l'a amené. Et là, malheureusement, coup du destin ou pas, on ne sait pas ce qui serait advenu sans cet épisode un peu curieux. C'est qu'ils ont été arrêtés à l'entrée du village par des gendarmes parce qu'il y avait une course de vélo qui se déroulait à ce moment-là dans Saint-Rémy de Provence. Donc, il a fini le trajet à pied. Il s'est rendu au dispensaire à pied. Et malheureusement, sa femme, Astrid, ne le reverra plus vivant parce que quand elle est arrivée au dispensaire quelques minutes après, ou une demi-heure, je ne sais pas combien, tout le monde s'affolait et il avait déjà fait son arrêt cardiaque fatal. Donc voilà pour l'anecdote ou le contexte de sa mort en tout cas. René Fontès, Valérie, c'est un nom qui marque forcément l'histoire de l'ASM. Il y a un avant et un après. Il est arrivé dans des conditions particulières, puisqu'il était mandaté par Édouard Michelin à l'époque. Puisque l'ASM c'était un peu le grand n'importe quoi. Les résultats n'étaient pas très bons. Et puis la gestion financière. Il est arrivé avec Pinot, ils ont remis les choses en place. Clairement, Édouard Michelin et puis les gens au-dessus ont fait ce qu'il fallait pour boucher les déficits à l'époque en disant mais c'est très clair, c'est la dernière fois. Aujourd'hui, on gère différemment. Et ces gens-là ont apporté une rigueur et une approche différente. Et ils ont fait grandir le club très vite, de façon assez spectaculaire. Et ils ont voulu tourner la page avec l'ex-président qui lui aussi est décédé il y a moins d'un an d'ailleurs, c'était l'été dernier je crois. Et pour préciser un peu plus ce que vient de dire Valérie, c'est aussi une petite anecdote, c'est Édouard Michelin qui descend un jour dans sa résidence secondaire dans le Midi et qui s'arrête pour saluer son ancien collaborateur parce que René Fontès venait de prendre sa retraite professionnelle.
Et il s'est arrêté à Égalière pour le saluer. Il n'était pas là et il n'est tombé que sur sa femme, sur Madame Fontès, qui lui a dit tout de suite: oh là, Monsieur Michelin, si vous pouviez trouver quelque chose à faire, parce que sinon on va finir par divorcer. Parce qu'il tournait comme un lion en cage. Il était très jeune. Il était très jeune. Il avait 62 ans. C'est l'âge de la retraite pour les personnes classiques. Mais bon, mais lui, il avait décidé de partir parce qu'il m'avait fait cette confidence un jour. Il m'a dit: Monsieur Buron, vous savez, dans la vie professionnelle, il y a un luxe, et moi j'ai toujours poursuivi ce but, c'était de choisir ma sortie. C'est-à-dire que ça sous-entendait qu'il avait peut-être peur un jour de se retrouver sur une voie de garage. Donc au sommet de son fait professionnel, parce qu'il était quand même, il faisait partie du sérail de chez Michelin. Chez Michelin, ouais. Il avait décidé de partir et ça avait peut-être dû surprendre à l'époque. Donc il était parti à la retraite, et voilà comment Édouard Michelin, un jour, sa femme lui a demandé de lui trouver une occupation, et comme il s'est bien occupé. Il a quand même une vision assez extraordinaire, c'est qu'il est quand même à la base du rapprochement entre Montferrand et Clermont. Parce que bon, les gens ne se souviennent pas, mais il y a 20 ans, oui, c'était l'AS Montferrand. C'était l'AS Montferrand. Et les gens, l'AS Montferrand, quand vous tapez sur Google, il y a un Montferrand à côté de Narbonne. Oui. Les gens ne savaient pas où c'était. Non, et puis les gens à l'extérieur, moi qui est à Clermont depuis 96, moi, l'AS Montferrand, j'étais incapable de le situer sur une carte. Exactement. Donc lui, c'était. Alors, il a fallu. C'est assez marrant d'ailleurs, parce que bon, il y avait quand même des gens dans les deux chapelles, aussi bien côté Montferrand que côté de la ville, qui étaient restés. On dit que les relations étaient un peu fraîches entre les deux parties. Elles ont longtemps été fraîches, bon, pour des raisons historiques, pour des raisons politiques aussi. Et voilà, lui, il a fait partie des gens qui ont permis ce rapprochement. Il a eu cette intelligence-là avec Godard, qui était le maire à l'époque de l'autre côté, et puis aussi Christine Dulac-Rougerie. Il faut d'ailleurs remarquer, c'est un petit clin d'œil de l'histoire, c'est que puisque elle est née à Marseille, Christine Dulac-Rougerie, était Marseillère à l'origine. Adjointe au sport. Voilà, adjointe au sport. Lui, il est de Port-Cros, en fait. Et voilà. Et donc, ce sont deux Provençaux, deux personnes des Bouches-du-Rhône qui, je pense que ça a sûrement aidé d'avoir cette approche extérieure aussi, de dire qu'il faut arrêter ces conneries, ces querelles de clocher. Et ils ont permis ce rapprochement. Et voilà, le club, s'il en est là aujourd'hui, c'est grâce aussi à ces gens-là. Et ça vient aussi d'Édouard Michelin qui avait demandé, comme on l'a dit précédemment, c'est que voilà, le robinet était régulièrement ouvert pour combler les trous, parce que quand Édouard Michelin va chercher Fontès, il est complètement interloqué par le trou abyssal de l'époque, qui était le club de rugby de l'ASM. Et si la planche à billets n'avait pas fonctionné à ce moment-là, le club serait... Et donc Édouard Michelin lui demande de casser l'image de ce club qui dépendait à 95 voire 98% de la manufacture. De la manufacture. Donc de l'ouvrir sur les partenariats privés extérieurs, sur les collectivités, afin de faire des gestes vers l'extérieur. Et alors il est arrivé, donc on l'a dit, en 2004. Et alors sur le plan sportif, il commence par remercier l'entraîneur en place. Sur le plan sportif, il y a aussi une anecdote. C'est qu'il arrive... déjà, je voudrais rappeler un peu le contexte. Je me souviens très bien de la finale de Challenge européen en 2004. Il est déjà dans le coup, là. Il est pas à cette finale. C'est une finale qui a lieu à Reading, à Londres. Mais il commence un petit peu, on commence à voir sa tête. On se demande, tiens, c'est qui? C'est peut-être le prochain. Enfin, bon, voilà. Fin 2003, il a commencé à arriver, c'est ça novembre 2003. Janvier 2004, c'est à cette époque-là. Mais bon, on commence un peu à l'apercevoir. Mais il n'est pas à cette finale. Cette finale qui est perdue, on ne va pas rappeler le contexte, mais très bêtement contre les Harlequins, à la dernière seconde, même au-delà dans les arrêts de jeu. Mais ça m'a perdu en finale. Il avait perdu en finale ce challenge européen. Et je me souviens tout le temps de cette image le lendemain. On voyageait avec les joueurs, avec les dirigeants, et on était dans l'hôtel à attendre le bus qui devait nous amener à l'aéroport. Et là, tout le monde attendait d'un côté du trottoir, et il n'y avait qu'une seule personne qui était de l'autre côté, les pieds la tête dans les chaussettes, à faire les 100 pas, c'était Jean-Louis Jourdan. Et là, on a compris que c'était la fin pour lui. C'était la fin de son règne à la présidence. Donc René Fontès en tout début d'exercice 2004-2005. Et en effet... et donc, il remercie pas tout de suite. Et d'ailleurs, je me souviens de lui avoir posé la question avant le coup d'envoi de la saison. J'ai dit, mais vous n'avez pas eu la tentation de vraiment vous arriver, de choisir vos hommes, et notamment un nouvel entraîneur, vu que le dernier a échoué. Il me dit, moi, quand j'arrive dans une entreprise pour entreprendre quelque chose, je fais d'abord confiance aux gens. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que au bout de la 3e défaite, et à ce propos de cette éviction, on m'a rappelé récemment une anecdote, c'est à la sortie de cette défaite à Bayonne. Il monte dans la voiture que conduisait Jacques Pinault pour rentrer sur Clermont, puis il dit à Jacques, attends, j'appelle l'entraîneur. Et Alain Yardé, il le fait monter dans la voiture, et là, il décolle, il roule quelques mètres, et puis là, de manière très calme et très brutale, il lui dit que c'est fini. Et Jacques Pinault, qui n'avait pas été au courant, parce qu'il venait de prendre la décision tout seul, René Fontès, a fait 3 fois le tour du rond-point.
interloqué, on dit qu'est-ce qui se passe, Ouais. avant de ramener ce pauvre Alain Yardet au bus des joueurs pour qu'il rentre une dernière fois à Clermont. Pour l'anecdote. Alors, on va pas tout passer en revue, mais René Fontaine, c'est quand même le président qui a ramené enfin s'il n'y avait premier pas, titre s'il y de avait pas eu champion de France. s'il n'y avait pas eu René Fontaine, il n'y aurait déjà pas eu Verne Cotter. C'est lui qui lui a. C'est lui Parce qu'au qui début, a- Jean-Marc Lermé trouve Cotter. Mais Cotter est en Nouvelle-Zélande. Il était déjà venu en France une fois 10 ans avant. Parce que si j'ai bien lu vos articles, il a passé la nuit à le convaincre. Ils sont restés longtemps au Quelques téléphone. heures, oui. Oui, au téléphone, Mhm. avec le décalage horaire. Mhm. C'est ce qu'il disait en rigolant. D'ailleurs, c'est le coup de téléphone qui m'a coûté le plus... Enfin, pas lui, mais qui a coûté le plus cher La sûrement facture, à la SM. ouais. Et donc, j'en avais parlé après avec Cotter, puisqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois, physiquement, quelques semaines après, au Cap en Afrique du Sud. Et moi j'étais présent, j'étais parti avec eux lors de leur première rencontre. Et voilà, puis entre les deux ça a tout de suite fonctionné, quoi. Ça a matché comme on dit. Parce que bon, les personnages étaient un peu différents, mais enfin bon, il y avait une haute exigence. Mhm. Donc un sur le terrain et l'autre en coulisses, et bon, c'est vrai que ça a bien marché. Mais c'est vrai que Cotter avait répondu, je crois, dans la nuit par un texto en disant qu'il est remercié d'avoir été sollicité, mais qui déclinait. Ouais. Et c'est là où il l'a appelé. C'est là où il l'a appelé, ouais. Et à la fin, Cotter lui a dit je ne vous connais pas, on a discuté au téléphone, mais là vous avez ma parole et je viens à Clermont. Et il est venu à Clermont, il est arrivé à Clermont quelques semaines après, le jour de la finale du championnat du monde des moins de 20 ans. Moins de 21 à l'époque, en 2006. Voilà. 2006, ouais. Et c'est là où Et après, l'aventure est Ce partie. qui prouve le pouvoir de séduction qu'avait René Fontaine. Ah oui, c'était quelqu'un qui... Voilà. Et de alors, persuasion. et alors en 2010, ce fameux premier titre de champion de France, il l'a vécu comment lui on sait qu'il y avait énormément de frustration. Il disait qu'il recevait beaucoup de lettres de supporters, alors des lettres, on va dire, de doute, mais aussi des lettres pleines de colère, voire Bon, même plus. c'était pas un président qui montait dans les tours, qui faisait tourner les Oui. serviettes au-dessus de la table. Hein. Je pense qu'il Il restait stoïque. stoïque, c'est peut-être pas. Oui, non, mais bon, il mais peut-être qu'à l'intérieur, ça. Ouais. À l'intérieur, ça devait bouillonner un peu. Ouais. Il avait un peu Mais, cette espèce d'élégance et de oui, retenue un peu britannique. Oui, il avait Voilà, de la voilà, retenue voilà. dans, C'est quelqu'un qui est dans tous les sentiments, dans, expansif, comme il dit. Et dans voilà. toutes les émotions. Mais bon, il le vivait de l'intérieur. Mais bon, chaque année, je me souviens, il nous disait on va y arriver, on va y arriver. Et bon, c'est arrivé. Mhm. Alors un petit regret, j'imagine, pour lui, c'est sa sortie, puisqu'il termine, on va dire, sur une finale de Coupe d'Europe perdue, et puis ensuite, une semaine après, la demi-finale Ouais, ça c'est le sport. de hein. championnat de France, et il avait dit, bon, j'aurais rêvé d'une autre, Oui, oui, sortie. Bien sûr, mais bon. Mais bon, Enfin bon, ça Mais là, ça n'obérera rien la qualité du bien parcours. sûr, quand bien même. sûr. Là, c'était compliqué le club à l'époque parce que ça commençait un peu à tirailler Ouais. un peu dans tous les sens. Parce que la fin des relations Verne avec Cotter, Verne Cotter était difficile. Jean-Marc Lermé, Voilà. Jacques Pinault, tout ça, c'était pas. C'était pas la grande harmonie. C'était pas l'osmose totale. Et c'est ce qu'a Bon, découvert. ça c'est les parcours des hommes. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Enfin, globalement, ce qu'on va retenir de cet homme-là, quand même, c'est surtout du positif. Quand même. Et il y a surtout aussi peut-être que le Stade Michelin serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans René Fontaine, parce qu'il a entrepris des travaux qui ont été après poursuivis par Éric de Cromière, qui a continué de monter l'édifice, mais c'est quand même René Fontaine qui a cette idée de mettre des loges derrière les poteaux, ce qui était unique en France, ça n'existait pas. L'idée avait été prise du côté de Bath, en Angleterre, qui était un des clubs qui avait logé, c'est qu'à le dire, les partenaires derrière les poteaux. Parce qu'ils n'avaient pas de place. Voilà, et en France, c'était la tradition de les mettre sur la ligne des 50, de mettre la tribune présidentielle là, et tous les partenaires, mieux vous payez, et plus vous étiez près de la ligne des 50. Et là, c'était un peu révolutionnaire de mettre cet espace Édouard, ce qui est devenu l'espace Édouard après, c'est-à-dire les partenaires et les loges des partenaires derrière les poteaux, avec une vision différente. Et voilà, donc il avait de Cromière l'a signalé ce matin dans nos colonnes, c'est qu'il avait su prendre des risques financiers parce que là c'était eux qui s'endettaient, hein, c'était le club qui payait, c'était pas les collectivités ni personne. Et puis Michelin a coupé. Aujourd'hui, le stade Michelin est un bel écrin. Oui, il fait référence. formidable. Tout à fait, référence. tout à fait. Messieurs, merci. Vous écoutez Simon Ferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Alors dans quelques minutes, le quiz, mais rapidement, messieurs, je vais vous demander vos tops et vos flops. Valérie, ton top. Alors le top, ça va être l'équipe d'Écosse. Qui a failli battre l'Angleterre. Ah, pour moi, ils les ont battus. On va rappeler 38, match nul. 38, ouais. Voilà. En fait, je vais être franc avec vous, j'ai regardé le match jusqu'à 31-0. Après, j'ai zappé, je suis passé à autre chose. Je suis revenu. Et je suis revenu à 24-31. Déjà, là, je trouvais ça... Bon, Il y a une erreur sur... Je dis, bon, joli sursaut d'orgueil.
Et après, ce qui s'est passé était absolument dingue, quoi. Voilà, oui, parce que les Écossais menaient 38-31. 38-31, voilà. Ils mettent 6 essais en deuxième mi-temps. Bon, les Anglais égalisent à la 83e dans les arrêts de jeu. Mais bon, non, chapeau. Alors, parce que c'était pas la même équipe d'Écosse que celle qui a affronté l'équipe de France au Stade de France il y a 3 semaines. Et je pense que c'était mieux qu'on joue pas cette équipe-là. Ils avaient beaucoup de blessés contre nous. Parce que je pense que sinon quoi, on se serait pris une valise, c'est ça? Une valise, je sais pas, mais je pense que ça aurait pu faire mauvaise limonade, effectivement. Christophe, ton top? Je vais pas aller très très loin. Mon top, c'est le Pays de Galles. C'est cette nation qui depuis vainqueur du Grand Chelem. Vainqueur du Grand Chelem, ce qui n'était pas écrit. Bon, ils étaient menés 16-0, on le disait tout à l'heure, à la mi-temps contre la France, du premier match d'ouverture de ce tournoi au Stade de France. Pas grand monde aurait parié là, sur un Grand Chelem des Gallois. Et surtout un immense pays avec des millions de joueurs. Oui, ça. Mais franchement, ça a été enthousiasmant de les voir jouer, encore contre l'Irlande. Ils ont vraiment étouffé complètement. Et puis bon, il faut souligner ce boulot de Gatland, qui en est à son 4e Grand Chelem, je crois, depuis 2008. C'est quand même énorme dans le contexte actuel. Futur entraîneur de l'équipe de France. Ça, on commence à sortir pas mal de noms. Ça sera notre débat. Donc bravo aux Gallois, et vraiment c'est pour moi le top de ce week-end et de ce tournoi. Enfin, on remarque quand même qu'il y a une évolution sur la doctrine, parce qu'avant c'était jamais l'entraîneur étranger. Là on a vu que Bernard Laporte est éventuellement ouvert à la possibilité de recruter un étranger. Ça peut arriver. Valérie, ton flop? Toulon. Pour changer. C'est dramatique, franchement. Ça va être dur la prochaine semaine, vu que maintenant ils n'ont plus rien à gagner ni rien à perdre. Il peut se passer des choses encore. Non, je pense qu'il peut, dans ce groupe, il peut se passer des choses. C'est bon, c'est affligeant, vraiment. Donc Toulon qui s'est incliné face à Montpellier. Donc là, s'ils avaient encore, ne serait-ce qu'un petit rêve, mais bon, il était déjà mort depuis longtemps. Là, il est enterré au fond de la rade. Non, c'est une cata. Et puis on ne va pas entendre leur président pendant quelques temps. Il y a un gros avantage, c'est qu'on ne va plus entendre le président. Vas-y, raconte. Allez. Non, mais en plus, il s'est fait opérer là, de la mâchoire. Voilà. Ah oui, donc apparemment il stressait trop pendant les matchs, donc il serrait un petit peu trop fort. Il tirait trop sur les gencives. Quand même, curieux. Christophe, ton flop? Mon flop, moi, c'est ce match à 12h30 de l'ASM. Alors, il y a l'horaire qui est incongru pour moi. Mais même, ça a montré une image du top 14 qui explique peut-être aussi ce qu'on a vu la veille lors de l'Italie-France, c'est-à-dire des joueurs qui trottinent, sans rythme et tout. Oui, une ambiance un peu particulière, même dans les tribunes. Ouais, mais c'est à chaque fois le cas. Tous les matchs à 12h30, ici, franchement, c'est à mort. Oui, je parle pas forcément d'ici. Mais... Cette horaire est vraiment pas fait pour jouer au rugby, je pense. Mais bon, on rappelle que c'est le diffuseur qui a décidé de... Ah bah ça oui, et le diffuseur étant le payeur, et le payeur étant toujours... On peut espérer que le rugby se développe pas en Chine, parce qu'un jour on va avoir des matchs à 9h le matin pour être en prime time à Shanghai. Bien, messieurs, ce podcast est bientôt terminé. Avant de nous quitter, il nous reste quelques minutes. Place au quiz. Alors, la première question. Messieurs, 3 joueurs de l'ASM ont disputé la finale du championnat de France en 1993 sous les couleurs du FC Grenoble. Ah, j'ai été chercher loin, vous êtes des spécialistes. Alors, quels sont ces 3 joueurs? Finale perdue contre Castres. Donc, Olivier Merle, oui. Olivier Brouzet, ok. Et il y en a un 3e. Oui, celui-là, il est plus dur. C'est un Ilien. Oui, le pilier. Non, il est plus dur. Il est plus dur parce qu'il n'est pas sur le terrain. Il n'est pas sur le terrain. Il est entraîneur. Voilà. Oui, c'est adjoint. Ringeval. Michel. Voilà, Michel Ringeval, adjoint de Jacques Fauroux. Ouais. Donc victoire de Castres. T'as dit 3 joueurs tout à l'heure quand même. Tu nous as dit 3 joueurs. Ah oui, 3 joueurs. Ah oui. C'est pour ça oui, mais j'ai dit 3 joueurs parce que si je dis pas de bêtises, parce qu'il a joué. Il a joué. Oui, Migraine. Voilà, bien sûr. Il a joué. 3 anciens joueurs alors. Donc je peux l'effacer celle-là. Je peux en trouver une autre. Victoire scandaleuse de Grenoble ce jour. De Castres, pardon. De Castres, oui. On sait que Jacques Fauroux avait un peu pété un câble. Deuxième question. Il n'y a pas de vidéo à l'époque. Non. Olivier Brouzet, dont on parlait à l'instant, a remporté le Grand Chelem avec le 15 de France lors du tournoi des 5 Nations en 98. Alors la Brouze, comme on le surnommait, évoluait en 2e ligne. Je vous demande de me citer les 2 autres 2e lignes sélectionnées en équipe de France cette année-là pour le tournoi. Pelouse. Alors il y a Fabien Pelouse, donc du Stade Clermontois, et l'autre il est peut-être un peu plus difficile, mais bon, vous êtes des spécialistes. Murin. Non. Murin, il gagne en 97 avec Olivier Merle. 98. Fabien Pelouse. Après la un joueur Brouzet et un joueur qui évoluait à Pau à l'époque. La section paloise. Ah oui, je vois sa tête. Je vois sa tête un peu chauve là, oui. Son prénom c'est Thierry Mentière. Non, pas Thierry Mentière. Thierry. Ah oui, mais je vois. Oui. Thierry Cléda.
Cléda. Voilà, j'avais je vois sa tête, mais j'ai pas son nom. Donc c'est les trois joueurs, 3 deuxième lignes qui étaient sélectionnés à l'époque. Et on va rappeler qu'Olivier Brouzier a remporté un second grand chelem dans le tournoi en 2002 avec Fabien Pelouse, Thibaut Privat et David Oradou. Et quel ASM où il a fait 2 saisons transparentes. Troisième question, Olivier Merle, qui après avoir porté les couleurs de Grenoble, dont on a parlé tout à l'heure, a porté celle de l'ASM bien évidemment, et qu'il a disputé la finale du championnat de France en 99. Et cette année-là, pour se qualifier en demi-finale, eh bien, les Auvergnats ont éliminé le FC Grenoble. Olivier Merle est entré en jeu à la 60e minute. Qui a-t-il remplacé? Sarotte. Non. Barrier. Voilà, David Barrier qui évoluait en deuxième ligne avec Christophe Sarotte. Il était entré donc, à la 60e minute et les Auvergnats l'avaient emporté 26-17. Allez, la dernière question. Cette année-là, en 99, l'ASM s'est incliné donc en finale face au Stade Toulousain. Je vous demande de me dire qui composait la triplette d'entraîneurs sur le banc clermontois. Boffelli, Lapara et... En 99, Montbé. Voilà, c'est ça. Ouais. Christophe Montbé, Victor Boffelli et Jean-Pierre Lapara. Eh bien, pas trop dur ça. Ah bon, bah alors la prochaine fois, je serai encore plus difficile. En tout cas, l'épisode du 24... On va demander la triplette de 1936, j'aurais été ça sera la semaine prochaine. Je pense qu'il n'y avait pas d'entraîneur à l'époque. Révise. Hein. L'épisode 24 du podcast est terminé. Un épisode que vous pouvez bien évidemment télécharger sur les différentes plateformes, notamment sur Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, messieurs. Et à lundi prochain. Ciao.